messieurs, mes chers amis, nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre hommage à Si Mohamed Harkoun, qui nous a quittés il y a 40 jours, le 14 septembre. Si Mohamed était une grande figure du champ intellectuel contemporain, un esprit d'une curiosité rare qui n'a d'égal que son sens critique et sa perspicacité, un humaniste convaincu, un chercheur prolifique et engagé, un conférencier passionné et charismatique, n'hésitant pas à aller prêcher ses convictions aux quatre coins de la planète, un ami fidèle et attentionné sur lequel on peut toujours compter, un homme d'une rare bonté et amabilité. Si Mohamed était un penseur d'une dimension particulière, compte tenu de son parcours, de sa personnalité, de sa stature et de l'aura qui a entouré sa vie et son œuvre. À l'occasion de cet hommage, de très nombreuses personnes, collègues, étudiants, penseurs, intellectuels, amis, ont émis le souhait de participer à cet hommage par leur témoignage. Compte tenu des contraintes de temps, il a fallu restreindre le nombre d'interventions et de limiter la durée de leur témoignage à 5 minutes. Les interventions ont été regroupées en 3 panels. Celui des personnes qui ont connu Si Mohamed dans le cadre académique et universitaire. Le deuxième panel, celui des personnes impliquées dans le dialogue interreligieux. Et le deuxième, celui des amis. Et le troisième, celui des amis. Professeur émérite, Si Mohamed Harkoun était un pédagogue exceptionnel, reconnu pour la profondeur et la rigueur de son enseignement. Il était pionnier d'une islamologie contemporaine critique, un islam qu'il voulait repenser dans le monde contemporain. Il a développé une discipline nouvelle, l'islamologie appliquée. Je voudrais laisser témoigner ceux qui l'ont connu dans le champ académique et universitaire. J'invite M. Rachid Benzine, M. Mohamed Haddad, Mme Sabah Shreibi, M. Sabila, M. Rachid Benzine est islamologue. Il a connu Si Mohamed en 1985 et il l'a suivi dans ses travaux depuis 1995. Il est très très proche, il a été très très proche de Si Mohamed. Tout d'abord, bonsoir à tous et merci d'être venus aujourd'hui pour rendre hommage à un grand esprit du XXe siècle. Il nous est demandé en 5 minutes d'évoquer avec vous à la fois quelques souvenirs, mais en même temps quelques éléments de sa pensée. Donc je vais essayer vraiment de survoler, en tout cas, sa pensée. Je vais le faire en convoquant avec vous ici, je dirais 3 mots qui vont essayer de la définir, mais sans pour autant la résumer. Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est tout d'abord la pensée de Mohamed Harkoun, c'est une pensée subversive. La notion de la subversion, elle est très importante parce qu'elle évoque avant tout la réactivation du geste philosophique des Lumières, c'est-à-dire celui du XVIIIe siècle, où il était question d'abord de préserver l'autonomie de la raison par rapport à la raison religieuse qui, elle, est soumise à des corpus dits sacrés. Et ce geste intellectuel et spirituel renvoie chez Mohamed Harkoun à toutes les voix prophétiques qui ont été entendues dans les textes dits sacrés et qui ont permis, je dirais, l'émergence ou l'émancipation même de la condition humaine. Donc il s'agissait de retrouver ce geste subversif et lorsqu'il analysait d'un point de vue linguistique ou anthropologique, que ce soit la Bible hébraïque, les évangiles ou le Coran, il montrait combien le discours prophétique est structurellement et symboliquement subversif. Et pour Mohamed Harkoun, il ne s'agissait pas de réformer, mais plutôt de subvertir tous les systèmes de pensée dont nous avons hérité, que ce soit des systèmes, je dirais, laïques,
philosophie laïque ou les systèmes religieux. Il s'agissait de les subvertir pour sortir des clôtures dogmatiques, idéologiques, politiques ou religieuses dans lesquelles nous nous sommes si bien installés avec toutes ces croyances que nous avons sacralisées à travers l'histoire. Il interrogeait notamment avec sévérité les méthodes employées en Occident pour analyser ce qu'il appelait le fait islamique. À l'islamologie classique, il reprochait ces méthodes trop descriptives, trop historicistes qui laissaient un champ de ruines, notamment aux croyants. Pour lui, l'islamologie classique ne tient pas compte des systèmes de pensée sous-jacents à la production de tous ces discours. C'est pourquoi il a développé ce qu'il a appelé une islamologie appliquée, étudier l'histoire comme une anthropologie du passé et pas simplement comme un compte-rendu narratif. Sa sévérité s'exerçait aussi, comme vous avez pu le voir, sur le monde arabo-musulman. Il voulait amener celui-ci à se confronter à ses impensés, ses impensables, et au-delà de cette critique, il montrait comment les États post-coloniaux ont organisé de manière institutionnelle les ignorances, et que ce que nous subissons aujourd'hui n'est que le produit, je dirais, des politiques, des tragédies programmées depuis 1945. Il s'agissait avant tout pour lui de déconstruire tous les édifices, mais la déconstruction ne passait pas par une destruction. Il interrogeait une vérité sans la remplacer par une autre, et sa vocation n'était pas de nous dire, me semble-t-il, la vérité, mais de nous rendre libres par rapport à tout système de production de la vérité. Maxime Rodinson disait de lui à l'issue d'un colloque en 1974 que sa principale qualité, c'était d'ébranler quelques-unes de nos certitudes, ce qui est extrêmement utile. Le deuxième élément, c'est une pensée décalée. Une pensée décalée de par sa formation. C'était un historien de la pensée islamique, mais c'était aussi un philosophe, c'était aussi un linguiste, c'était aussi un anthropologue, et pour lui, il s'agissait, je dirais, d'utiliser toutes les sciences humaines qui nous permettent de comprendre comment l'esprit humain produit ce qu'il appelait des effets de sens ou des effets de vérité, des effets de sens qu'il ne fallait pas produire, qu'il ne fallait pas prendre pour du sens, ou des effets de vérité qu'il ne fallait encore moins prendre pour la vérité. Et son travail, là où il est, me semble-t-il, révolutionnaire, c'est qu'il s'agissait de travailler à la fois la raison religieuse et la raison philosophique. Il ne s'appuyait pas simplement sur la raison philosophique pour critiquer la raison religieuse, mais il demandait à la raison religieuse de pouvoir aussi critiquer la raison philosophique, et il s'agissait, pour lui, de dépasser un peu toutes ces théologies qui ont été construites, comme il l'a dit, c'est-à-dire des systèmes d'exclusion réciproque, à savoir que le judaïsme serait la vérité, le christianisme serait la vérité, et le texte coranique ou l'islam serait la vérité. Il s'agit de revisiter tout ça pour voir comment ces vérités se sont produites dans l'histoire, parce que les vérités sont le produit de l'histoire, et comment elles se sont construites comme des systèmes d'exclusion réciproque, et que les sciences humaines nous permettent justement de dépasser ce système binaire de vrai ou faux, de l'histoire ou d'une mythe. Et troisième élément, pour aller plus vite, je dirais que c'est une pensée féconde. Beaucoup de gens lui ont reproché, me semble-t-il, l'invention de concepts, ce qu'il appelait par exemple le corpus officiel clos, le discours prophétique, discours coranique, je dirais la notion de puissance et de résidu. Mais il est très difficile de pouvoir sortir du marasme dans lequel on est si on n'est pas capable d'inventer un nouveau langage pour prendre en compte la nouvelle situation. La nouvelle situation nécessite de nouveaux concepts. Les trois points que je viens de vous dire, une pensée subversive, une pensée décalée, une pensée féconde, ces trois points résument la geste arconienne, qui repose sur trois opérations: transgresser, déplacer et dépasser. Tout d'abord, transgresser les savoirs établis par toutes les orthodoxies, quelle que soit la souveraineté dont elles se réclament. Ensuite, il s'agit de déplacer tous les questionnements vers d'autres champs d'intelligibilité. Et enfin, de dépasser le cadre obsolète dans lequel nous nous sommes pour aller vers ce qu'il appelait une raison émergente qui ouvrirait de nouveaux horizons de sens, d'action et d'espérance. Simplement, pour terminer, je voudrais partager avec vous un de mes derniers souvenirs que je conserve précieusement de Oustad. C'est à l'hôpital, il a commenté pendant 13 minutes un verset du Coran qui s'intitule dans Surat al-Duha, et c'est Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, sur la notion de l'espérance, et j'espère que cette espérance, là où il a voulu être enterré, sera entendue. Merci. Merci Rachid d'avoir respecté le timing, même si tu as dépassé un tout petit peu. Je vais demander à la salle d'éteindre les téléphones
pour qu'on puisse travailler sans être dérangé. Je donne la parole à M. Mohamed Haddad, qui est titulaire de la chaire UNESCO des études contemporaines des religions, des études contemporaines des religions comparées, des comparatifs des religions. Si Mohamed Arkoun était à la fois son professeur, son directeur de recherche et son ami. En regardant le film très émouvant, ça se terminait par la phrase « c'était Mohamed Arkoun ». J'avoue que c'est en ce moment-là que je commence à réaliser que c'était. Parce que jusqu'à maintenant, pour moi, c'est Mohamed Arkoun. Je n'arrive pas à réaliser que l'homme avec qui j'étais ami 25 ans et que j'avais invité au mois de mai à Tunis pour une conférence, pour une longue conférence qu'il a faite, qui m'a envoyé un texte qui se termine par une phrase disant « Je n'ai pas dit mon dernier mot » et il annonce des recherches qu'il allait faire. Je n'arrive pas à réaliser que je l'ai perdu, qu'on l'a perdu, que je ne le verrai plus. Comme ça a été annoncé effectivement, si Mohamed était mon directeur de thèse, d'ailleurs, sur les 3 panels, j'aurais pu participer aux 3, puisqu'il était à la fois mon directeur de thèse. Avec lui, nous avons fait l'une des premières tentatives de relancer le dialogue islamo-chrétien après après les attentats terroristes de 2001. C'était à Tunis, j'avais invité, donc en 2003, nous avons essayé de relancer le débat islamo-chrétien après ces attentats terroristes. Et c'était un grand ami, un ami de la famille, un ami à moi. Ce que je peux dire, c'est que ce sont des souvenirs de jeunesse. Je fais partie donc de la génération des années 70. En ce moment-là, les idéologies de gauche étaient en effritement dans le monde arabe, et le substitut de l'époque, c'était l'idéologie islamiste avec la révolution iranienne. Je faisais partie de ces gens qui ne voulaient pas continuer à être des gauchistes et qui ne voulaient pas non plus devenir des communistes. Donc je fais partie en quelque sorte des gens qui étaient un peu perdus, un peu paumés, qui avaient plus d'idéologie toute faite à laquelle on pouvait adhérer alors qu'on est jeune, parce qu'on a besoin de ça. Et c'est à ce moment-là que j'avais lu un texte qui a complètement changé ma vie, et sur lequel je vis jusqu'à maintenant, qui a donné sens d'ailleurs à cette vie. Et ce texte, c'est pour une islamologie appliquée. C'est un texte qui a été publié en 1976, je l'ai lu 2 ou 3 ans plus tard peut-être. Et c'est un texte qui a changé ma vie, parce que qu'est-ce qu'il y avait dans ce texte? Il y avait beaucoup de choses. Donc, une bonne partie a été résumée brillamment par mon ami. Mais dans ce texte, à l'époque, on cherchait une idéologie toute faite. Donc on cherchait en quelque sorte une croyance. Non pas une croyance religieuse, mais une croyance idéologique. Et dans ce texte, il y avait quelqu'un qui disait que la construction n'est pas quelque chose de donné, n'est pas une question de foi, qu'il fallait construire une pensée. On ne va pas vous donner une pensée à laquelle vous allez adhérer. Il faut que vous la construisez avec moi. Et c'est un texte qui disait que, avant de donner des réponses, je pillais une évidence, mais les évidences sont toujours bonnes à rappeler, et disait qu'avant de donner les réponses, il faut déjà poser les questions. Il faut poser les bonnes questions. Ça paraît être évident, mais ce n'est pas si évident que ça. Et ce texte-là m'a complètement bouleversé ma vie. Je ne cherchais plus à savoir laquelle des idéologies du marché idéologique arabe était la bonne. Est-ce qu'il fallait être trotskiste ou maoïste ou ba'athiste ou communiste? Je me disais qu'effectivement, le problème essentiel, c'est de poser les bonnes questions et de consacrer une vie pour essayer de répondre à ce qu'on peut avoir comme réponse à ces questions-là. Et c'est pour cette raison que j'ai fait le voyage, vous savez, faire mes études supérieures en France, et M. Arkoun évidemment enseigné l'islamologie à Paris 3, et par la suite, donc, j'ai fait mon doctorat avec lui, et je dirais, j'ai fait carrière en quelque sorte en suivant ses pas. Ça paraîtra simple ce que je vous dis. Je suis désolé, je voudrais parler avec des mots très simples parce que
je ne voudrais pas ici donner des conférences. Ça paraît être simple, mais dans ma vie, c'était véritablement un sens à cette vie. C'est pour cela que j'ai du mal à me séparer aujourd'hui de la personne qui a insufflé donc ce souffle. Et que moi-même, j'ai essayé d'insuffler à l'université, dans des endroits où par la suite j'ai eu à intervenir, et M. Harkoun m'a toujours soutenu. Je me rappelle par exemple lorsque j'ai créé le master d'études comparatives de religion, qui peut être l'un des premiers masters laïques de religion dans le monde arabe. C'est Mohamed était venu avec Touraya en octobre 2004 pour la conférence inaugurale. Pour la conférence inaugurale qui était le mois de Ramadan à 1 heure. On disait que si on aurait 100 personnes présentes, nous devons nous estimer heureux. Et on a eu 700 personnes présentes. Plein de Ramadan, c'est impensé d'avoir tant de monde en plein de Ramadan à 13 heures. Et c'était une conférence extraordinaire. Toute la Tunisie se rappelle jusqu'à maintenant. Et la dernière conférence, c'était en mai, le 12 mai, ou le 14 mai 2010, donc le 14 mai dernier. C'était pour la clôture de ce master, une expérience qu'on a assassinée, comme on a assassiné tant d'autres expériences. Et M. Harkoun voulait venir, parce qu'il sentait que j'étais très triste de cette expérience finisse. Et il est venu. Il a fait aussi la conférence de clôture, si je puis dire, de ce master qui n'a duré que 6 ans. Et c'est comme ça, c'était comme ça entre nous. Je me rappelle que la seule fois où j'avais vu Mohamed Harkoun dans un état de comment dire, j'avais employé le mot dépression, ce n'est pas peut-être exactement le cas, mais c'était lorsqu'il a été violemment attaqué depuis les années 90 et qu'il a vu que la France n'était pas non plus le paradis qu'il a rêvé. Alors, pour terminer, je dirais que Mohamed Harkoun est un Socrate qui a passé sa vie à chercher son Athènes, mais que probablement qu'il n'a pas trouvé parce qu'il aimait l'Algérie. Mais ce sont, je ne dirais pas l'Algérie, ce sont beaucoup d'Algériens qui n'ont pas aimé. Il aimait la France, mais la fin de sa carrière en France, on sait comment ça s'est passé. Et finalement, peut-être l'Athènes de Mohamed Harkoun, c'est tout simplement nos cœurs, tous les gens qui sont ici et qui vont continuer à transmettre son message. Je vous remercie. Merci, c'est Mohamed Haddad. Merci d'avoir parlé de votre cœur. Je passe la parole à Mme Sabah Shraibi, qui est professeure universitaire, membre actif de la société civile et qui a connu aussi Mohamed dès les années 80 à la Sorbonne. Permettez-moi de me lever pour je l'ai connu dans les années 80 à la Sorbonne et nous avons dîné ensemble dans un petit restaurant libanais dans le quartier latin. Le hasard a voulu que la dernière fois que j'avais le voir, c'était aussi lors d'un dîner où nous avions partagé une douce convivialité. Je vous demande l'indulgence de m'adresser à lui. Monsieur le professeur, je vous ai toujours appelé ainsi, au respect d'une pensée libre, par révérence à une audace intellectuelle, empruntant à la modernité la recherche d'outils pour affranchir la pensée islamiste de tout dogmatisme obscur. Monsieur le professeur, au-delà de votre savoir, de la magie de votre verbe, c'est votre art de transmettre avec aisance et votre habileté à transformer des référentiels souvent complexes en concepts accessibles. C'est cela qui m'a toujours impressionné. Transmettre sans verser dans les assertions académiques, suggérer sans être péremptoire. C'était là votre humilité de savant, votre temps serein, votre regard
en profond, en quête de dialogue, votre souci de tisser presque avec candeur une relation humaine de partage, c'était là votre grandeur d'homme. Nous qui voulions comprendre comment conjuguer modernité et relecture de notre pensée islamique, vous nous avez soufflé des clés sans prétendre en détenir l'exhaustivité. C'est dans l'interpellation, en rappelant des itinéraires de Saint-Augustin, Maïmonide ou encore Averroès, que vous nous avez tracé une sorte d'initiation, que vous nous avez invités à repenser notre legs historique en nous débarrassant des mythes aliénants et des lectures figées, sans pour autant aliéner notre propre mémoire. Dans votre anthropologie culturelle, vous avez tracé un chemin d'alliance, de pensée entre l'Orient et l'Occident, privilégiant l'humanisme, la liberté de penser, l'autonomie de la raison, et prenant avec conviction, avec force, la laïcité, la démocratie et la paix. C'était là, monsieur le professeur, vos valeurs. L'Algérie a eu le bonheur de vous voir naître sur ces terres de Kabylie. Le Maroc a eu le privilège d'accueillir vos derniers pas. Et dans votre ultime volonté, vous avez encore une fois transgressé le diktat des frontières, en empruntant jusqu'au royaume du juste la sagesse de l'humanisme partagé. Touria, vous avez été Satria, une trace de lumière. L'a été votre étoile. Mais nous qui sommes là, nous sommes pour vous, nous resterons une constellation d'amis. Alors, je dirais aux Maghrébins que vous étiez, monsieur le professeur, que nous resterons fidèles à l'utopie d'un Maghreb rêvé. Et c'est le chemin de tous les possibles, et l'utopie n'est jamais chimère. À vous, l'universaliste, on vous dira, nous resterons ouverts sur la voie d'un universel que vous avez pensé, repensé, et que nous souhaitons transmettre, parce que vous avez su si bien nous transmettre cela. Mais en rêvant, et ce n'est point un vœu pieux, d'un centre qui sera dédié à votre mémoire. Alors seulement à ce moment-là, je dirais adieu l'ami, adieu le philosophe, adieu monsieur le professeur. Merci Sabah pour ton témoignage émouvant. Je voudrais remercier les trois personnes et je voudrais inviter Ahmed Cherif Houad à nous rejoindre, Ahmed Cherif Houad, M. Ali Ben Khlouf et M. Saïd Boumed. Ahmed Cherif Houad est consultante. Elle a connu Si Mohamed Arkoun de 1987 à 1991 lorsqu'elle préparait son DEA sur Al-Ghazali, sur Adab Nikah, le livre des mariages. Et Si Mohamed Arkoun était son directeur de recherche. À toi. Merci Chaki. Je suis une histoire pour rendre hommage à une personnalité hors pair. Qui est Si Mohamed Arkoun. J'ai eu le privilège de travailler avec Si Mohamed Arkoun comme directeur de recherche à Sancier, Paris 3, comme a dit Chaki, de 87 à 91, en langue et civilisation du Proche-Orient et l'Afrique du Nord, option islamologie. Si Mohamed Arkoun, il a dirigé mon travail sur l'image de la femme chez Abu Hamid Ghazali à travers son livre Kitab Adab al-Nikah, les bons usages en matière de mariage, de son livre monumental et œuvre monumentale
Zahabi, Ihya Ulumuddin, la revivification des sciences de la religion. C'était une période pour moi, elle a été pour moi d'un intérêt et d'une richesse très très appréciable. Parce qu'avec le professeur Mohamed Arkoun, il nous a permis une certaine ouverture d'esprit, une certaine rigueur, et il a tout fait. Il avait un engagement ferme de nous inculquer deux de ses chers outils dans le domaine de la recherche en islamologie. Un, questionner toujours l'intellect, questionner la raison. Et le deuxième outil, c'est contextualiser les faits et les dires des prophètes, des sahaba et des ulama, des jurisconsultes de l'époque. J'ai été marquée par la richesse de ses idées avancées et l'ampleur de ses connaissances, qui m'ont permis justement d'orienter et de guider ma culture sur l'islam, de manière générale, telle que je l'ai reçue de mes parents, mais aussi de guider et d'orienter certains concepts de la pensée islamique et du droit musulman, tels que je l'ai reçu de mes professeurs et enseignants marocains à l'université. Et ce, vers d'autres dimensions. Et j'ai été, comme beaucoup de ces étudiants, impressionnée par le professeur d'exception et l'intellectuel de premier plan qu'il était. Et comme l'a si bien dit le professeur Rachid Benzine dans son émouvant article paru dernièrement sur tel quel, mon ami, mon maître, le professeur Arkoun inspirait à ses étudiants une crainte révérentielle, c'est la rigueur. Si Mohamed Arkoun est un homme très rigoureux et il est exigeant avec lui-même, et donc il exigeait aussi de ses étudiants la rigueur. Et pour terminer, je vais partager avec vous un petit souvenir que j'ai gardé, dont je suis fière. C'est que quand j'ai eu mon mémoire de DEA avec Mohamed Arkoun, il m'a demandé si je pouvais faire une présentation de ce travail à ses étudiants. Autant j'étais fière de cette confiance et de cette demande, autant aussi j'avais le trac. Parce que Mohamed Arkoun était très rigoureux. Et cette fois-ci, c'est du sans faute. Et je peux vous dire que j'ai demandé quand même 1 mois pour encore travailler et corriger ce travail. Et le jour J est venu, et je suis venue, et j'ai présenté ce travail. À la fin de cette présentation, il a demandé à ses étudiants, que pensez-vous du travail de madame? Et tous, ils me regardaient avec leurs petits yeux, et lui, il a dit, mais elle fera un bon professeur. Mais moi, j'étais tout émue, je n'en revenais pas. Le professeur Mohamed Arkoun qui me fait un témoignage pareil, et je me suis retournée vers lui, je lui ai dit, c'est vrai? Et là, tout le monde a rigolé, il m'a dit, oui, c'est vrai. Il se trouve que je ne suis pas professeur, mais je suis une bonne formatrice, parce que je suis consultante d'un grand cabinet au Maroc en ce moment. Je dirige des projets. Mais la morale de ce souvenir que je voulais partager avec vous, c'est la reconnaissance. Autant si Mohamed Arkoun était rigoureux, mais aussi il savait reconnaître la valeur et la qualité du travail. Et ça, je le fais aujourd'hui avec les personnes qui travaillent avec moi. La rigueur, mais aussi la reconnaissance, parce que la reconnaissance, ça valorise, ça motive, ça stimule la créativité. Chers professeurs, vous allez nous manquer, mais vous resterez gravés dans notre cœur et dans notre mémoire. Merci beaucoup. Merci Amal. Je voudrais donner la parole à M. Ali Ben Khlouf. Ali Ben Khlouf est professeur de philosophie à l'Université de Nice, en Diapolis. Il est membre du comité consultatif national d'éthique, dans ce même comité où M. Mohamed Arkoun avait siégé. Il a connu M. Mohamed dès la fin des années 80. Je te cède la parole. Merci, Monsieur le Président. Sur le mode de ce que Georges Perec avait fait dans l'évocation d'un mot disparu, je me souviens, un livre qu'il avait intitulé Je me souviens, je me permets d'évoquer Mohamed Arkoun
sous la forme d'un « je me souviens » en 16 éléments, mais qui vont tenir en 5 minutes. 16 parce que vous m'avez dit que nous étions 16 et que ma foi, nous continuons notre conférence avec lui puisqu'on tient les uns aux autres par la parole. Premièrement, je me souviens que nous avions une discussion à bâton rompu en tant que voisins. Nous habitions tous les deux le boulevard Magenta à Paris. 2. Je me souviens qu'il y a une quinzaine d'années, Mohamed Arkoun m'a sensibilisé à 2 choses. D'une part, à la distinction entre une parole et un texte écrit. Le Coran est d'abord une parole, ultérieurement une parole transcrite. Et la thèse d'Arkoun qui a été rappelée du corps officiel clos, d'une incorporation de la parole dans un texte officiel, puisque, comme vous le savez, c'est le pouvoir ottomanien. Il m'a sensibilisé aussi à la manière dont on a fait la sortie hors de l'histoire d'un texte qui est un phénomène historique. 3. Je me souviens que, imprégné de l'humanisme de Miskawayh, il n'a jamais pensé que l'humanisme était un idéal abstrait, mais une problématique pour l'homme. Quatrièmement, je me souviens que lisant Al-Farabi, moi-même, Kitab al-Milad, je suis tombé sur un paragraphe qui décrit exactement le programme que ne cessait de rappeler Mohamed Arkoun comme une exigence de notre temps, à savoir que les sciences religieuses soient imprégnées de connaissance de la langue, connaissance du droit, connaissance de l'histoire de la langue, connaissance des coutumes, ce que nous appelons aujourd'hui les sciences humaines. 5. Je me souviens qu'en 1988, nous faisions à partir du même groupe de dialogue interreligieux, le GRIC, groupe de recherche islamo-chrétien, qui se réunissait à la faculté protestante boulevard Arago. Côté institution, cela a été rappelé, je lui ai succédé au comité consultatif national d'éthique, pas directement, mais quelques années après, nommés tous les deux par la présidence de la République en tant qu'appartenant à la communauté musulmane, non pas représentant la communauté, mais appartenant à la communauté. 6. Je me souviens qu'à la lecture de la sourate 9, il disait que violence sacrée et vérité étaient scellées ensemble comme 3 composantes du fait religieux. 7. Je me souviens qu'il disait qu'on était là à la limite de toute articulation humaine du sens, car les forces engagées ici, dans cette sourate 9, ne sont pas qualifiées par des noms connus des hommes. 8. Je me souviens qu'il disait qu'on devait décaper nos mécanismes de réflexion et de référence qui nous situent dans des cadres théologiques très définis. 9. Je me souviens que Mohamed Arkoun disait que le donné révélé était un espace linguistique. 10. Je me souviens qu'il dénonçait le malentendu avec certains de ses lecteurs. Non, il n'est pas un nouveau salafiste. Non, il n'est pas animé par un désir de réformisme. 11. Je me souviens que s'est imposé à lui une nécessité psychosociologique de faire retour sur les 30 dernières années, sur l'histoire du nationalisme, sur ce recours hypertrophié, idéologique, du modèle islamique, de l'identité islamique, de la personnalité islamique, tout cela entre guillemets bien sûr. 12. Je me souviens qu'il voulait transgresser toutes les frontières tracées par les formes prises par le logocentrisme du discours philosophique et le discours idéologique des musulmans en mal de nation, peut-être de nationalisme surtout. 13. Transgresser, déplacer, dépasser, 3 termes auxquels il tenait beaucoup, tâche d'une relecture des fondements religieux à la lumière de l'histoire. 14. Je me souviens sa façon sereine de dénoncer la manière dont les Occidentaux se sont mis à ficher la foi musulmane par la pléthore des œuvres sur l'islam depuis la révolution iranienne. 15. Je me souviens que 2 tâches lui tenaient à cœur. Remembrer l'espace méditerranéen comme un espace commun aux sociétés européennes et aux sociétés arabo-musulmanes. 2. Substituer à une histoire fondée sur une hiérarchie des cultures, une histoire qui repose sur la solidarité des peuples. 16. Enfin, un humanisme
universalisable, nous l'avons dit, qui repose avant tout sur une dynamique de l'esprit en chemin vers la liberté. Monsieur Harkoun, au-delà de l'influence sur tout un chacun d'entre nous, est une référence. Merci, Monsieur Ben Khlouf Ali. Je cède la parole à Monsieur Saïd Benani. Saïd Benani est doyen de la faculté des lettres de Ain Shaq. Il a préparé sa thèse de troisième cycle de 1979 à 82 sous la direction de M. Mohamed Harkoun. Je n'ai rien préparé parce que je voudrais laisser s'exprimer une émotion entremêlée aussi d'un témoignage foncièrement sincère. Moi-même, j'étais en quête d'un savoir autre, différent de ceux qui étaient dispensés dans les universités. J'avais fait une licence de langue et littérature française à Rabat, mais on faisait aussi beaucoup de linguistique. Et pour le mémoire de fin d'études, j'avais choisi de travailler sur le Qira'at Saba, pour vous dire si le parcours était un peu atypique. Et quand je suis allé à Paris pour m'inscrire pour un troisième cycle, ce fut la rencontre exceptionnelle avec un homme d'exception. Je ne pouvais pas concevoir, comme ceux qui m'ont précédé, une relation amicale parce qu'il était tellement érudit, tellement rigoureux, tellement imprégné du savoir et des appareils conceptuels de la modernité qui étaient disponibles à l'époque, que je ne pouvais que l'appeler maître. C'est d'ailleurs comme ça que je l'appelais tout le temps. J'ai fait un travail avec lui sur la construction des figures symboliques dans le corps. Et c'est un redoutable privilège que de travailler avec Maître Harkoun, parce qu'il exige de vous d'abord un retour critique sur vous-même, sur tout ce que vous avez appris. C'est l'expression qu'il utilisait tout le temps, c'est pour faire taire la subjectivité autant que faire se peut, et pour éviter le plus possible des lectures apologétiques et projectives. De ne pas prendre le texte et le lire et d'attendre qu'il y ait du sens à la fin, mais d'apprendre à suivre le processus de production, de construction de la signification. Et ça, c'est d'abord, quand on travaille sur le texte coranique, ça nécessite un effort gigantesque sur soi-même. D'autant plus que pour nous, nous avons baigné dans le texte coranique, nous précède même avant la naissance. Il nous accompagne toute notre vie, et parfois au-delà, sûrement au-delà de la vie. Il est présent, il est omniprésent dans notre vie, partout. Et comment faire pour garder une certaine distance critique? C'est le premier combat que l'on doit mener contre soi-même, contre tout ce qui nous avons appris, afin de démarrer ce processus de déconstruction. Il y avait autre chose, il n'y avait pas que cela, il y avait autre chose, parce que Maître Harkoun avait horreur des lectures simplistes, surtout du texte coranique, le discours coranique, la parole devenue texte. Déjà, dans le passage de la parole au texte, c'est tout un univers. On pourrait passer plusieurs décennies à faire des études disciplinaires là-dessus. Je suis très ému, hein. Il y a énormément de choses à dire, mais ce que j'ai appris avec Maître Harkoun, c'est la nécessité de travailler à plusieurs avec l'appareil, le savoir disponible à notre époque, de ne pas réduire le texte coranique, un texte métaphorique, essentiellement métaphorique, pluridisciplinaire, et de dire ce verset signifie cela. Ce n'est pas possible. Restaurer la pluridimensionnalité
la dimension métaphorique et symbolique, c'est ce que j'ai retenu. Et ça, je ne l'oublierai jamais. Et merci. Merci, Monsieur Binani, Monsieur le doyen Binani. Je remercie Amal, je remercie Ali et Saïd. Merci pour vos témoignages émouvants. 2 personnes dans ce panel devaient prendre la parole, M. Sebila et M. Mohamed Ayadi. Je ne les vois pas, est-ce qu'ils sont dans la salle? M. Sebila? Ah, c'est Mohamed Ayadi, je ne l'ai pas vu. Je ne l'avais pas vu. Voilà, tu vas être tout seul. 5 minutes. 5 minutes. Alors, Si Mohamed Ayadi est professeur universitaire. Il a connu Si Mohamed en 1979 et Si Mohamed a été son directeur de thèse, de thèse de 3e cycle. Bonsoir tout le monde. Il y a déjà 20 ans, j'ai écrit un article sur Si Mohamed Harkoun où j'ai un petit peu présenté sa pensée, ses concepts, ses orientations. Donc aujourd'hui, je ne vais pas parler de ça. Cet article a été publié déjà dans un livre qui a été publié en 1990 chez DIF, Les penseurs maghrébins. Et donc j'avais choisi à l'époque, pour rendre hommage à cet esprit, de faire un travail sur Si Mohamed Harkoun. Donc, je ne vais pas parler de sa pensée, même si je vais évoquer quelques aspects de cette pensée. Si Mohamed Harkoun, d'abord, je l'ai rencontré en tant que pensée, donc écrit dans les années 70 à travers 2 publications. La première, c'était Que sais-je, la pensée arabe. Le deuxième, c'était cet article qui était une conférence sur l'islamologie appliquée. C'est une conférence donnée dans l'université Jussieu, Paris 7, qui a été par la suite repris et publié dans un petit livre qui s'appelle Le mal de voir. C'était l'ensemble des travaux qui a été publiés dans ce livre-là, et celui qui nous a fait connaître Mohamed Harkoun à travers cet article, c'est un autre regretté, c'est Bruno Luthier, quand il était au passage au Maroc. Donc il a fait connaître Si Mohamed Harkoun à travers ce petit livre, à travers cet article. Et donc tous les étudiants à l'époque, surtout à la faculté de droit où enseignait Bruno Luthier, connaissaient Si Mohamed Harkoun à travers cet article-là. Si Mohamed Harkoun a visité le Maroc à cette époque. Il a visité le Maroc, il a été accueilli à la faculté de lettres, et la foule était dense, tellement dense que Si Mohamed Harkoun s'est évanoui ces jours-là. Il n'a jamais vu autant de personnes autour de lui comme ce jour-là. Tellement la foule était énorme. Et donc, ce jour-là, je l'ai vu, mais c'était de loin. Je vais le rencontrer exactement en 79, à l'occasion de l'inscription de ma thèse. Mais avant ça, j'avais lu quelque part Si Mohamed Harkoun parlait d'un livre ou d'une étude de Olivier Carré. Olivier Carré, c'est le premier qui a travaillé sur les systèmes d'enseignement en Égypte et en Syrie. Et donc il avait publié ce livre qui était inconnu, et Si Mohamed Harkoun avait connaissait ce livre, et donc il l'avait salué en tant que première étude de ce genre de recherche qu'il encourageait. Et donc à partir de là, moi aussi j'avais pensé à travailler sur le discours scolaire. Et donc quand je suis allé à Paris et fait la rencontre de Si Mohamed Harkoun, je me suis inscrit à la fois avec Olivier Carré et Si Mohamed Harkoun. Olivier Carré à l'époque n'avait pas de titre pour diriger les thèses. Donc j'étais inscrit avec les deux patrons, Mohamed Harkoun et Olivier Carré, et c'est comme ça que j'ai fait la connaissance à la fois de l'enseignant rigoureux dont il a été question, mais aussi de l'enseignant et du savant qui savait estimer les compétences.
Il était rigoureux, il était exigeant, mais il savait aussi estimer les compétences. Et depuis, nous sommes devenus des amis. On se rencontrait souvent. Et la dernière fois qu'on s'était vu, c'était au mois de janvier avec sa femme Touria. C'était avec la première semaine du mois de janvier, chez notre ami Abdallah Boulfour, où il y avait Abdelghani Aboulazm, Sahid Tawfiq et si Mohamed Arkoun. C'était la dernière fois où nous nous sommes vus et nous avons échangé à cette occasion. Et c'était toujours si Mohamed Arkoun, égal à lui-même, avec son discours intransigeant, celui du savant que vous connaissez tous, mais aussi celui de l'intellectuel, celui que nous venons d'entendre. Mais merci. Merci Sylvie d'avoir respecté le timing. Homme de dialogue, Mohamed Arkoun était un des initiateurs du dialogue interreligieux, convaincu de l'intérêt des échanges intellectuels et culturels entre le monde musulman et l'Occident pour leur compréhension mutuelle. Il était le passeur entre les religions, les cultures et les civilisations. Il entretenait des relations nourries, intellectuelles et amicales avec les représentants des trois religions monothéistes. Aujourd'hui, ils sont présents pour lui rendre hommage. J'invite M. André Azoulay, le père Christian de l'Ordre et M. Mustafa Bouhendi. Monsieur André Azoulay est conseiller de Sa Majesté. Il est également président de la Fondation euro-méditerranéenne Anna Lindh pour le dialogue entre les cultures. Merci. Merci de m'avoir associé à cet image. Merci de m'y autoriser, Toria et chers amis ici. Mon propos sera d'abord celui de la gratitude plutôt que de l'hommage. Parmi tous ceux qui ont ici connu, approché, côtoyé le professeur Arkoun, ils savent, par cette proximité, ce qu'il a été. Moi, je l'ai rencontré. Pas beaucoup. Mais je l'ai beaucoup fréquenté par la lecture, par l'écoute et par l'attention que je portais à chacune de ses interventions. Et je vais peut-être vous choquer ou vous étonner. Il m'a aidé à me libérer dans ma propre sphère spirituelle. Ce que j'ai lu de son travail sur l'islam, son analyse critique, sa lucidité, son courage, sa démarche très tôt pionnière, m'a aidé à évoluer dans ma propre communauté. Il a été mon guide éclairé et il m'a aidé à développer dans mon univers privé, spirituel, une approche qui était celle du doute, de la liberté de penser et d'une lecture de ma propre foi qui tournait le dos au dogme et qui me faisait rencontrer chaque fois mes convictions militantes avec, en même temps, les fondements du texte. Il m'a réconcilié aussi avec beaucoup de grands exégètes de la foi juive, souvent perçus ou mis sur le côté de la route juive comme étant des hérétiques ou comme étant des irresponsables. C'est assez rare aujourd'hui, c'était très fréquent hier, mais lui est resté ce passeur, parmi ces passeurs que nous évoquions, je crois que c'était Rachid qui les
et qui étaient, à leur époque, tellement plus modernes que nous le sommes aujourd'hui. Sa démarche pionnière m'a aussi conforté pour résister à tous les archaïsmes, toutes les régressions dont nous sommes aujourd'hui, auxquelles nous sommes collectivement associés. Je n'ai pas eu le temps ni l'occasion de lui dire combien je lui étais reconnaissant. Mais il sait, parce qu'on en a parlé quand nous nous sommes vus, il sait que dans les défis que je m'étais choisis, dans les combats que j'avais également décidé de mener, nous étions dans la même perspective. Nous étions dans la même perspective et même si cette bulle du dialogue des civilisations ou du choc des civilisations, du dialogue des cultures ou de la rupture de toutes nos histoires qui à un moment avaient été additionnées et auxquelles nous étions invités simplement aujourd'hui à reconsidérer et peut-être à revoir dans une vision qui était celle de l'amnésie par rapport à l'histoire, il m'a ouvert la voie. Je me souviens aussi qu'un autre de nos grands, dans la même perspective, le professeur Haïm Zafrani, qu'il a beaucoup connu, avec lequel il a beaucoup travaillé, s'était trouvé en communauté de point de vue, en communauté d'objectifs et en communauté de conviction, parce que la force de ce que nous ont légué Haïm et c'est Mohamed, c'est que leur démarche était légitime. Leur réflexion n'était pas celle de la marge. Elles étaient celles qui disaient à la fois la vérité des textes, la fidélité à tout ce que nous avions, à tout ce qui nous avait été transmis. Et là, ça n'est pas dans le contact, mais c'est dans la lecture des livres et des articles et des interventions du professeur Harpoun que je me suis trouvé exactement dans le même terreau, dans le même climat, dans la même logique qui avait été celle de mon enfance, la façon dont mes rabbins, mes instituteurs à Essaouira m'avaient appris mon judaïsme. Et quand je l'expliquais, je me sentais à la fois comme une sorte d'électron libre, totalement en dehors de ce qu'était la vox populi. Et la lecture des ouvrages du professeur Harpoun m'a rendu plus légitime auprès d'eux, parce que j'y ai trouvé à la fois la raison, j'y ai trouvé la méthode et j'y ai trouvé la référence. Je lui suis reconnaissant pour tout cela. Et excusez-moi, j'ai dépassé les 5 minutes, mais je voudrais juste conclure en disant que ma gratitude va aussi à la liberté de propos et aux ouvertures qu'il nous a permises par rapport à notre propre mémoire. Et de ce point de vue-là, le texte, le film qu'a réalisé Rachid est fondateur. Il est fondateur et il est très précieux pour chacun d'entre nous parce qu'il a rationalisé tout ce que nous avons entrevu. Et là aussi, le professeur Harpoun nous libère et nous rend plus forts, parce qu'aucun d'entre nous ne doit être amnésique. Merci beaucoup. Merci, M. Azoulay, pour ce témoignage profond et plein d'enseignements. Je donne la parole au père Christian Delorme. Le père Christian Delorme est prêtre à Lyon. Il a été très très proche de Si Mohamed, qu'il a connu dès les années 70. Et il est très impliqué dans le dialogue interreligieux. À ton nom. Oui, j'ai en effet croisé le professeur Mohamed Harpoun quand j'étais beaucoup plus jeune.
mais c'est surtout ces dernières années que j'ai pu bénéficier vraiment de son amitié, je crois dire de son affection à lui et à son épouse Touria. Et ma présence ici parmi vous est donc une manière d'exprimer ma gratitude pour cette amitié offerte si généreusement. Mohamed Harkoun, tous les intervenants précédents l'ont dit, était un homme de la fraternité universelle. C'était un pacifique au sens fort du terme. Et je sais qu'il était tout particulièrement heureux de l'amitié qui nous lie depuis une dizaine d'années, l'amitié féconde avec Rachid Benzine. Et je crois que dans cette amitié, eh bien, il voyait une forme de transgression, si je peux oser reprendre un de ces concepts, des enfermements religieux, une rupture avec les prisons théologiques. Il trouvait, je crois, avec un certain bonheur, un refus de tous ces systèmes religieux, en particulier chrétiens ou musulmans, qui cloisonnent les hommes, qui les opposent. Je crois aussi que Mohamed Harkoun revivait avec nous un peu des moments de sa propre histoire. Depuis son enfance en Kabylie jusqu'à ses dernières semaines de vie, il a croisé des hommes et des femmes de foi différentes, et en particulier des chrétiens, à qui il s'estimait redevable d'un certain nombre de choses. Ainsi, ce sont des pères blancs qui, à Oran, lui ont permis d'entreprendre des études secondaires en français. Plus tard, dans l'époque de l'Algérie coloniale, c'est le professeur Louis Massignon qui lui a permis d'accéder de passer à l'agrégation d'arabe. Et puis ce sont de multiples amitiés. Je ne sais pas s'il est possible de faire la liste. Je pense au grand philosophe Paul Ricoeur, je pense au pasteur Étienne Trocmé, je pense au dominicain Claude Geffrey, à Joseph Maïla, avec qui il a fait ce livre important, je crois, après le 11 septembre. Alors, ça a été dit par plusieurs, Mohamed Harkoun a bien sûr toujours encouragé le dialogue interreligieux, et il y a participé à sa manière, notamment pendant quelques années avec le groupe de recherche islamo-chrétien. Cependant, je crois qu'il ne se situait pas, j'en suis sûr, il ne se situait pas comme un acteur religieux de ce dialogue interreligieux, puisqu'il n'était pas chargé d'organiser les religions. Il n'était ni évêque, ni moufti, ni théologien, ni prêtre, ni pasteur, ni imam, ni rabbin. Il n'était pas gestionnaire de l'orthodoxie religieuse. Je crois en fait que beaucoup plus profondément, et M. André Azoulay l'a très bien exprimé, Mohamed Harkoun interrogeait tout le monde. Il interrogeait les juifs, les chrétiens, comme les musulmans, et puis aussi ceux qui n'ont pas de foi, mais qui peuvent s'enfermer dans des systèmes théologiques, idéologiques, clos. Sa réflexion ne concernait pas que l'islam, elle était étendue à toutes les religions. Il ne cessait de nous appeler à nous interroger sur les origines de nos croyances et de nos foi. Comment est-ce que le savoir accumulé pendant des siècles est-il devenu le judaïsme contemporain, le christianisme contemporain, l'islam contemporain? Très souvent, quand je venais chez vous, il me posait avec à la fois sérieux et j'ai envie de dire espièglerie, parce qu'il y avait aussi de l'espièglerie dans ses questionnements, en tout cas quand il avait de l'affection pour ses interlocuteurs. Il me posait cette question, mais Jésus parlait araméen, et qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où cette parole a été délivrée et le moment où elle a été mise par écrit, en grec en tout cas, pour ce que nous pouvons savoir? Mohamed Harkoun sans cesse nous invitait à examiner la méthodologie qui sous-tend toute interprétation religieuse. Enfin, l'homme de paix et de fraternité qu'il était tout particulièrement interrogé, travaillé par la question de la violence religieuse. Et Ben Maklouf tout à l'heure a évoqué ce triangle anthropologique qu'il mettait en évidence, de la violence, du sacré, de la vérité. Comment est-ce qu'une vérité religieuse sacralisée
peut-elle amener à la violence? Et on sait bien que c'est une des questions les plus contemporaines, les plus essentielles de notre temps. Je terminerai en disant que, quand bien même Mohamed Harkoun invitait toujours les croyants, et parmi eux ceux qui ont des responsabilités théologiques ou de pasteurs, à avoir un regard critique sur leur propre croyance, sur leur propre foi. Quand bien même il avait cette exigence, il faisait toujours preuve d'une extraordinaire bienfaisance. Et je crois que cette bienfaisance lui venait du souvenir qu'il gardait, très cher bien sûr, de sa maman analphabète de Kabylie, qui était une femme très pieuse. Qu'il gardait aussi cette bienfaisance du souvenir de cet oncle qui avait une vie mystique tout à fait particulière dans une tarika Ramaniya. Mohamed Harkoun était exigeant vis-à-vis des croyants, mais il respectait toujours l'intimité de la conscience, l'intimité de la foi. Alors, shukran ustad. Merci, Père Delorme. La parole est à Mustafa Bouhendi. Mustafa Bouhendi est professeur d'enseignement supérieur. Il est le directeur du Centre des religions pour la recherche et la traduction, Markaz Adyan, للبحث والترجمة à Mohammedia. Il a connu Mohamed Harkoun dans les années 90. شكرا. سأتكلم باللغة العربية. رحم الله أستاذنا الكبير محمد عركون. لقد كان مفكرا إنسانيا، وكان الإنسان هو مركز تفكير محمد عركون. يمكن أن نتحدث عن محمد عركون في 3 نقط. نقطتين يتعلقان بخطاب محمد عركون، فكان يتوجه إلى جهتين: إلى الإنسان الغربي والمستشرق، كما يتوجه إلى الإنسان المسلم أو صاحب عقيدة كيفما كانت. والنقطة الثالثة أتكلم عن مشروع أديان ورأي محمد عركون فيه، وكيف أنه بشر به ودعا له. بالنسبة للرسالة التي يحملها مشروع عركون بالنسبة للغربيين بشكل عام عن الإسلام كتاريخ وتراث، فهو لا ينبغي دراسة الإسلام فقط باعتباره معطيات جامدة جافة ليس فيها الجوانب الإنسانية. ولذلك كان يدعو المستشرقين والغربيين بشكل عام إلى دراسة الإسلام كما يدرسون اليهودية والنصرانية، وكما يدرسون ثقافتهم وتاريخهم سواء بسواء. يعني يريد دراسة علمية إنسانية تطبق على جميع الثقافات بما فيها الإسلام، وهذا نجده في الكتابات بشكل قوي يوجهه إلى الغرب. وفي نفس الوقت كان يوجه إلى المسلمين وإلى أصحاب العقائد دعوة لمراجعة المسلمات التي لا تنبني على العلم، والتي ينبغي أن تمحص وتدرس وتعرف كيف أنتجت في التاريخ، فمنتجوها البشر الذين ليسوا مقدسين. ولذلك هو يريد نزع القداسة عن التراث والتاريخ من جهة، ويدعو الغربيين إلى يعني ترك التدنيس والتنجيس للتاريخ والتراث الإسلامي. إذن هذا باختصار شديد هي دعوة محمد عركون، وأتمنى من أهل الأديان أن يرجعوا إلى قراءة كتبه، فطبعا فيها دعوة مهمة إلى تطبيقات العلوم الإنسانية على الخطابات الدينية وعلى الظواهر الدينية التي تتدخل فيها عوامل بشرية عديدة مختلفة متنوعة. إذا لم نستحضرها لا يمكن أن نتحدث بشكل موضوعي عن
الدين أو عن التاريخ أو عن التراث. محمد أركون آخر لقاء كان لي معه هو لقاء مباشر معكم، وقبل هذا اللقاء الذي كان قبل شهور وهو آخر لقاء تلفزي ظهر فيه الأستاذ المرحوم. قبل هذا اللقاء كانت جلسة حميمية مهمة عن مشروعنا مركز أديان للبحث والترجمة، واطلع على المشروع. ويعني مشروع أديان هو مشروع كما يدل عليه اسمه أديان، يعني التعريف بالأديان كلها بدون تدخل أهل الدين لتعريف الناس بالدين الآخر، فلا بد وأن يتكلم كل أصحاب دين عن دينهم وكل أصحاب مذهب عن مذهبهم بدون تدخل المخالفين. ثم أن تكون دراسات أكاديمية علمية يعني يقوم بها باحثون متخصصون في هذا المشروع طبعا، وفيه تطبيقات العلوم الإنسانية على الظواهر والخطابات الدينية. طلع الأستاذ على المشروع وكان معجبا به بشكل كبير، وفي لقاء تلفزيوني قال قولته يعني بأننا نريد مركز أديان في المغرب في الأنثروبولوجيا، فهو كان يتحدث عن مركزنا الذي أسسناه. ثم وعدنا أنه سيكون من بين العاملين معنا في هذا المركز، وأنه سيشرف على الأبحاث، ولكن رحمه الله وتوفاه الله إليه. نسأل الله أن يتقبله بقبول حسن وأن يرحمه وأن تكون وهو حي معنا. ومشروعه نقول إن مركز أديان يحمل جزءا من هذا المشروع تطبيقات إسلامية أو إسلامية تطبيقية، والله موفق. السلام عليكم ورحمة الله. Merci, Monsieur Kouhendi. Merci, Monsieur Azoulay. Merci, Terre de l'Orme. Merci, Mustafa Kouhendi, pour vos témoignages dans la pensée de Si Mohamed Arkoun, en ayant rappelé l'intérêt qu'avaient les trois religions monothéistes de mieux se connaître et de mieux dialoguer. Merci. Si Mohamed Arkoun était un homme affable, courtois et de compagnie agréable. Il eut de très nombreuses amitiés, il eut de très nombreux amis qui pleurent aujourd'hui sa disparition. Et je voudrais inviter un certain nombre de ses amis, M. Eli Elbaz, M. Abdijli Hajomri, Mme Soumia. Monsieur Eli Elbaz est professeur à la faculté de droit de Casablanca depuis 1975. Il a connu Si Mohamed Arkoun en 1968. Je te cède la parole, Eli. Alors, je voudrais simplement apporter un modeste témoignage en ce 40e jour en hommage à Si Mohamed Arkoun. Alors, j'ai revu pour la dernière fois Si Mohamed Arkoun chez Soumia et Shakib Kessous lors de la rupture d'un Ftour il y a une année, en 2009. Et ma joie était grande parce que je ne l'avais pas revu depuis presque 35 ans. Mais j'étais tout le temps en compagnie de ses bouquins, puisqu'il avait commencé à publier ses premiers ouvrages en 1975, Introduction à la pensée musulmane, et je l'avais proposé à mes étudiants à l'époque. Donc, durant tout le Ftour, on a discuté à bâton rompu pendant au moins 3 heures sur ce que j'avais étudié et comment il m'avait connu. Alors, en 68-69, vous savez, il dénotait du paysage. C'était un homme qui avait une élégance extraordinaire, il avait une dégaine extraordinaire par rapport aux jeunes que nous étions, en jean, en col Mao, les cheveux longs, etc. Et en plus, à l'époque, faire des études
islamique ou de religion était aussi assez archaïque parce que la plupart des gens suivaient les cours de Jacques Lacan, où je suivais les cours de droit à la faculté de droit, où en même temps il y avait un marxisme triomphant. Donc, cet homme-là m'avait vu comme ça. Je venais au cours comme ça par hasard parce que le droit m'intéressait et je voulais apprendre le droit musulman. J'avais vu à la fac de droit un ouvrage de Joseph Sehata. J'ai vu que c'était assez aride. Donc, il fallait que je rentre dans un milieu et je me suis mis à étudier un peu l'islamologie. On avait un vieux monsieur que connaît M. Haddad, hein, qui s'appelait Roger Arnaldez, qui nous faisait l'islamologie. Et monsieur Harkoun m'avait vu raccompagner le professeur Régis Blacher, qui était un des premiers traducteurs du texte coranique, et je le raccompagnais à l'ascenseur parce qu'il ne voyait plus. Il m'a dit, ça c'est typiquement marocain. Alors, du coup, il m'a dit, vous vous intéressez à ces études, etc. Je lui ai dit, mais en même temps, je faisais une licence d'histoire et je m'intéressais, comme ça a été dit un petit peu, aux relations entre les religions, et je suivais les cours du professeur Maxime Rodinson. Pourquoi? Tout simplement parce que j'étudiais la civilisation sud-arabique, l'islam de Socotra. La langue de Socotra, c'est la première où il y a les fondements de la langue arabe. Et en même temps, j'étudiais le Guez, c'est la langue religieuse des Éthiopiens, parce qu'il fallait étudier l'éthiopien pour faire un travail. Le premier travail que j'avais fait, c'est sur les falachas. Donc, c'était... Alors, on se retrouvait souvent chez Maxime Rodinson, ou des fois chez Jacques Berck, à l'époque. Il y avait très peu d'étudiants, quelques Soudanais, un Marocain, dont je salue la mémoire, Abdullah Al-Hajjani, hein, qui est un grand penseur musulman. Et il y avait un monsieur qui s'appelle Alaoui, Jamaluddin Alaoui, qui a fait un travail sur Ibn Rushd. Donc, monsieur, en discutant avec lui durant cette soirée, je lui ai dit dernièrement, j'ai lu dans les annales un article de vous, lumineux, sur la sourate El-Kaf 18. Hein? Il m'a dit, vous devriez vous intéresser à la sourate 9. À la sourate 9, qui est la sourate Touba. Hein? Il m'a dit, elle comporte beaucoup d'énigmes, et monsieur Ali Ben Khlouf l'a rappelé tout à l'heure. Donc, je pense que la pensée de Mohamed Harkoun est vivace, elle est vivante. Il a laissé beaucoup de disciples. Je peux vous citer un autre Tunisien qui s'appelle Yahya Ben Achour, qui est un monsieur qui a écrit sur le droit musulman, et deux jeunes, un professeur qui est à l'ENS de Paris, hein, qui s'appelle Marwan Rachid, hein, qui est un grand spécialiste. Il a écrit un ouvrage qui s'appelle Les Grecs, les Arabes et l'Occident. Et un autre, enfin, pour terminer, Makram Abbas, qui écrit Islam et politique à l'âge classique. Donc, je pense que Mohamed Harkoun a laissé quand même derrière lui des gens qui vont porter sa pensée. Merci. Merci Elie. Je donne la parole à Souméa. Elle est sociologue, professeure de l'enseignement supérieur. Elle fait partie de ses amis les plus proches. Et moi l'épouse. Je rien contente. Contrairement à Saïd Bounani, l'émotion me perturbe, donc j'ai choisi de l'exprimer par écrit. Et je m'adresse directement à notre regretté. Très cher ami, je déplore ton absence aujourd'hui parmi toutes ces personnes qui se sont mobilisées pour t'exprimer leurs plus nobles sentiments et partager ensemble la douleur que ton départ a creusée dans leur cœur.
Dans ce genre de cérémonie, je regrette toujours que l'absent, la personne la plus concernée, ne soit pas présent pour écouter et apprécier tout l'amour, l'amitié, l'admiration et la considération que lui témoignent ceux à qui il va manquer. Ce genre d'hommage devrait être souvent rendu alors que l'intéressé est encore en vie, afin qu'il sache que tous les efforts qu'il a déployés le long de sa vie et les sacrifices pour pousser aux réformes et libérer la pensée ont été appréciés et estimés à leur juste valeur. J'aurais voulu que tu sois parmi nous. Je t'imagine assis, dégageant une grande sérénité, débordant d'humanisme, ton habituel sourire radieux, rayonnant de charisme, tes yeux écarquillés, d'où fusent les étincelles d'une grande curiosité insatiable. Je te vois, écoutant les témoignages, envahi par une forte émotion qui te fait couler de douces larmes sur tes joues, des larmes exprimant la fierté d'avoir été écouté et compris, mais sans aucune vanité. C'est ainsi que je t'ai vu, lors de l'hommage qui t'a été rendu à la faculté de Benoussic par le département de philosophie. J'ai vu en toi un savant, un génie du XXe et XXIe siècle, ému par la reconnaissance de ton combat par des académiciens dont tu as fait partie. Une reconnaissance par des étudiants dont tu as formé des générations et pour lesquels ton œuvre s'inscrit dans le militantisme pour ériger la liberté de la pensée au-dessus du devoir de croyance, pour développer l'esprit critique, pour la paix universelle. Je tiens à rendre un hommage tout particulier à ton épouse, Touria, pour nous avoir offert le privilège de t'avoir connu, de t'avoir côtoyé, aimé, d'avoir partagé avec toi des moments de grande émotion et de bonheur, et surtout d'avoir été éclairé par ta pensée. J'ai eu beaucoup de plaisir à t'écouter, que ce soit en public ou en privé. J'ai été séduite par ton éloquence. J'ai été fascinée par l'immensité de ta culture générale, par ton étonnante maîtrise de multiples disciplines, par ton analyse d'une rare profondeur. J'ai été ébahie de voir comment tu jongles avec l'histoire, la philosophie, la théologie, l'anthropologie, l'économie, la politique, la géographie, la linguistique, et ce, en toute modestie, motivé non pas par l'étalage pédant de ton immense savoir, mais par l'échange, le dialogue et l'écoute de l'autre, quel que soit son profil, quel que soit son âge. Ton lexique, d'une rare richesse, fait que tes mots tombent comme un couperet et perturbent profondément l'inconscient de ton auditoire, le poussant à l'éveil, au développement de son esprit critique, à la déconstruction de ses convictions. Au besoin, tu innoves en fabriquant des concepts, des mots, des expressions pour désigner ce qui n'a jamais encore été exprimé. L'impensé. Tu nous as entretenu longuement sur ce que tu appelles l'impensé dans une culture. Voilà un axe de réflexion qui m'a ouvert les yeux sur la persistance de blocages culturels et une autre manière de les aborder. Le développement des populations ne peut passer que par ces femmes, dis-tu, victimes de ce que tu nommes l'ignorance institutionnalisée. Tu as été avant-gardiste et précurseur de l'égalité des sexes. Mais avant tout, j'ai apprécié en toi ta simplicité, ton humilité qui ont fait ta grandeur. Toi qui as été sollicité par les grands de ce monde, qui a reçu tant de distinctions, qui a fréquenté tellement de hautes personnalités, toi qui as érigé des pensées à dimension universelle, toi qui as produit une œuvre immense, tu as su rester humble. Tu n'as jamais considéré que tu as appris, que tu avais appris. Tu étais toujours en quête du savoir, en quête de la vérité. Je me souviens, avec beaucoup d'émotion, de la dernière soirée que nous avons passée ensemble, chez nous, à la maison. Nous t'avons présenté un ami, Aziz Deden, qui s'est présenté comme travaillant dans la monétique. Tu l'as aussitôt bombardé de questions. Tes yeux brillaient d'une curiosité boulimique. Touria en était amusée, te priant de laisser notre invité s'asseoir, de prendre son souffle. Tu ne lui as laissé de répit que lorsque tous nous avions compris les bases de la monétique. Dans cette même soirée où je devais te voir pour la dernière fois,
Ma fille Ilham et sa copine de 24 ans s'étaient retirées. Tu les as appelées en leur disant « Venez vous asseoir avec nous, j'ai envie d'apprendre de vous. » Et tu les as fait parler et tu les as écoutées attentivement. Plus tard, l'ami de ma fille m'a dit « Monsieur Harkoun m'a choqué. Comment un géant comme lui peut prétendre apprendre d'une petite fourmi comme moi ?» Et je lui ai répondu « Il est devenu géant parce qu'il est capable de respecter et d'écouter les grandes et les petites fourmis comme toi. Tu resteras à jamais une école pour moi et pour ceux qui t'ont connu, une icône, l'exemple. Cher absent, tu t'es incrusté dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos esprits. Merci de nous avoir aimés. Merci de nous avoir éclairés. L'affection que tu dégageais de tes bras, que tu tendais avec beaucoup d'affection, un sourire angélique pour m'accueillir et accueillir ceux que tu as aimés, va beaucoup nous manquer. Que Dieu fasse que tu demeures éternellement en sa sainte miséricorde. Que Dieu aide Touria à supporter ton absence. Merci. Merci Sonia, merci pour ce témoignage émouvant. Je cède la parole à M. Hajjil Hajabri. M. Hajabri est enseignant. Il est un des plus anciens amis marocains de Si Mohamed. Il l'avait connu en 1970, probablement son premier voyage académique au Maroc. À toi, Hajjil. Merci, Monsieur le Président. L'exercice auquel nous sommes conviés ce soir est douloureux et difficile pour moi. C'est pour ça que j'ai préparé un texte pour me protéger contre l'émotion. Et j'ai longtemps hésité à y souscrire. Parce que tout me semble avoir été dit depuis que Mohamed Harkoun nous a quittés sur l'enseignant et le chercheur éminemment subversif, sur le maître incontesté du renouvellement des études islamiques, sur l'homme dans sa modestie, dans la modestie et l'humilité s'opposaient farouchement à la médiatisation désolante qu'affectionnent nombre d'intellectuels, sur l'ami qui, dans les moments de tension, que pouvait vivre votre amitié avec lui, parce que cela peut arriver et c'est arrivé. Au lieu d'alimenter ces tensions par des invectives houleuses, vous conseillez avec le calme qui était le sien de lire Soi-même comme un autre de Paul Ricoeur. J'ai fait cette expérience douloureuse et enrichissante de la tension amicale. Je savais notre amitié au-dessus de toute tension. Ce moment de doute amical est resté en moi gravé grâce à sa sagesse comme un moment d'apprentissage de la vie. Et l'ouvrage de Paul Ricoeur s'est ajouté comme livre de chevet. Que dire après que tout ait été dit sur l'homme? Sur l'œuvre, beaucoup reste à dire, à commenter, et j'ai la fervente conviction que de jeunes penseurs y verront ce que nous n'y avons pas vu et découvriront les avancées conceptuelles, méthodologiques que nous n'avons pas su découvrir. Ce que je dirais, c'est ce qui s'est imposé à moi quand on m'a convié à participer avec vous à cette rencontre, ce soir. Assurément, le récit de notre première rencontre, et si mes souvenirs sont bons, il y a de cela une quarantaine d'années, le récit du premier voyage de Mohamed Harkoun au Maroc. C'était à Mohammedia, vers les années 70-71, du siècle dernier. Au séminaire que l'association Rive Méditerranéenne, que feu notre maître Aziz Hababi avait créé, en leur doyen de la faculté des lettres, et qui devait débattre déjà à cette époque-là
de la culture arabo-musulmane de l'autre rive de la Méditerranée et de la culture occidentale de ce côté-ci de la Méditerranée. Jeunes assistants, nous étions chargés d'accueillir ceux qui allaient devenir des penseurs, des écrivains, des artistes, des politiciens éminents. Il y avait Abdelwahid Aradi, Pierre-Emmanuel, Georges Ballandier, Hicham Djaït, Marguerite Taos Amrouche, Jean Ferrari, Vincent Monteil, Edgar Morin et bien d'autres encore. Et contrairement à ceux qui écrivent et pourraient écrire ceux qui stigmatisent encore cette période-là, les débats se faisaient dans une liberté totale, sans entrevue, pardon, sans entrave et sans épée de Damoclès. À la fin du séminaire, j'invitais Mohamed Harkoun à Sferat, où je louais en ce temps-là un petit cabanon en bois. Nous marchions sur le sable chaud. Il me confiait ses préoccupations intellectuelles, en particulier sa relecture de la Fatiha, qu'il allait publier et qu'il me présentait en des intuitions fulgurantes. Soudain, subitement, il s'arrêta et me dit « Vois-tu, ce pays est mon pays. Le Maroc est aussi ma patrie. » Je suis alors qu'il allait revenir souvent, comme l'ont dit beaucoup de ceux qui m'ont précédé. Que beaucoup de disciples de ce Mohamed Harkoun seront des Marocains, que plus tard, il sera des nôtres. Quand il m'annonça dans une lettre émouvante qu'il allait se marier et s'installer au Maroc, ce fut pour moi comme une évidence. Et qu'il ait souhaité être enterré au Maroc, comme l'écho lointain de cette promenade au bord de l'océan. Vois-tu, m'a-t-il dit, le Maroc est mon pays. Permettez-moi, je risque de passer. Non. Alors j'arrête. Hein? J'arrête. Je peux arrêter, non? Alors je vais aller plus vite. Permettez-moi d'évoquer un autre moment comme cela, sans plan et sans logique. De cette première rencontre va naître une correspondance. Et cette correspondance se fera toujours en langue française. Ce qui m'intéresse, et ce que je voudrais vous dire, et ce qui m'a toujours intrigué, c'est que ce Mohamed, dans cette correspondance, terminait toujours et signait toujours de la manière suivante. Mohamed Harkoun, Al-Abdul Faqir. Mohamed Harkoun, Al-Abdul Haqir. Et puis, j'ai trouvé il y a quelque temps une lettre où il disait Al-Abdul Haqir Al-Raji ila Rahmati Mawla. Ça m'a toujours interpellé parce que beaucoup de gens se sont interrogés sur la foi ou l'absence de foi de ce Mohamed Harkoun. Ils l'ont fait beaucoup avec beaucoup de mauvaise foi. Mais j'ai cherché et je continue à chercher ce que veut dire Al-Abdul Haqir, ce que veut dire Al-Abdul Faqir et pourquoi. Dans une lettre, il a dit Al-Abdul Haqir Al-Raji ila Rahmati Mawla. Et puis, une dernière évocation, vraiment une dernière. C'était quelques semaines avant sa mort, avant qu'il me quitte, nous déjeunions à la maison, il a été là, avec toujours son charme, sa présence encourageante. Et j'étais en train de lui parler en lui disant « Mon ami, nous allons faire renaître cette association Rive Méditerranéenne qui nous a fait connaître. » Il s'est tu, me demanda le portable, pris sa clé USB, mis cela et me dit « Je te confie un texte qui pourrait vous être utile. Pensez l'espace géo-historique méditerranéen, où je propose, pour que l'on dépasse
ce mythe du dialogue des cultures et de religions, je propose un tronc commun éducatif pour les pays de la Méditerranée. Et je lui ai dit, mon ami, c'est un nouveau mythe, c'est une nouvelle utopie. Et il me dit la chose suivante, c'est dans l'éducation que réside le secret de la modernité, et par l'éducation que l'ère méditerranéenne redeviendra cette ère où naîtra une philosophie agissante de l'altérité. J'ai pris cela comme un testament. Testament nous rapporté dans un univers où la clôture de l'esprit est la finalité avouée ou non de tous les systèmes éducatifs et des démissions intellectuelles et collectives et culturelles. Jusqu'à la fin, Mohamed Harkoun n'a pas démissionné. Merci. Merci, Anchil, tu es tout pardonné. Driss Moussaoui a manifesté le désir de témoigner. Il est professeur à la faculté de médecine et en ce moment il préside le congrès international de psychiatrie qui se tient à Marrakech. Il m'a demandé de vous lire son témoignage. Je vais le lire juste avant que Mme Harkoun Touria prenne la parole. Je vais essayer moi-même de respecter les 5 minutes. Les nations n'ont de grands hommes que malgré elles, disait Baudelaire, et ceci résume bien le parcours de Mohamed Harkoun. Qui aurait dit que le petit enfant issu d'une famille rurale kabyle deviendrait professeur à la Sorbonne, au cœur intellectuel de la capitale du colonisateur? Belle revanche pour tout un peuple humilié, sans parler de ses multiples positions honorifiques aux États-Unis d'Amérique, en Allemagne et ailleurs. Que très tôt Mohamed Harkoun ait adopté pour sa thèse de Miskawé du IVe siècle après l'Hégire comme sujet d'étude et donc comme ami n'est pas étonnant. Miskawé, originaire de la ville de Rey en Perse, comme Abou Bakr al-Razi, le médecin philosophe, était l'homme de l'éthique et de la raison, tant il est vrai qu'éthique et raison ne peuvent aller l'une sans l'autre. Ibn Rushd, 2 siècles plus tard, tentera mais en vain un autre duo, religion-raison, avec le retentissant échec que l'on connaît. Mohamed Harkoun a toujours été un homme d'éthique et de raison, donc un universaliste. C'est en cela qu'il s'est attaqué à déconstruire le discours 1000 fois annonné sur la religion musulmane, le fiqh des 11 derniers siècles ayant servi, dans l'immense majorité des cas, à légitimer la bêtise et la régression. Ceci était particulièrement vrai pour la situation désastreuse des femmes en pays d'islam. N'est-ce pas Ibn Rushd qui disait que si nos sociétés étaient arriérées, c'est parce que la moitié de la société écrasait l'autre moitié, et que si les femmes étaient éduquées, elles pouvaient devenir sans difficulté hakim ou wazir, c'est-à-dire médecin, philosophe ou ministre. Mohamed Harkoun a toujours combattu le spécifique particularisme rétrograde au nom de l'universel. Et le combat s'est placé dès les années 70 sur le terrain de la méthode d'approche du texte sacré de l'islam et de la tradition prophétique. En cela, le visionnaire qu'était Harkoun avait compris bien avant les autres que l'identité exacerbée allait monter à l'assaut de la mondialisation dont on voyait déjà les prémices. Fast-food alimentaire et culturel, montée aux puissances du capital mondial, migration de masse. Le choc était prévisible avec ceux qui ont une monomanie, l'islam de la confrontation au nom d'une pureté religieuse fantasmée. Il a fallu de multiples travaux de Mohamed Harkoun pour montrer que la pratique de l'islam est diverse et multiple. Les variations entre chiites et sunnites n'a-t-il pas été proche des ismaéliens pour des raisons académiques? Les variations donc entre chiites et sunnites, entre arabophones et non-arabophones, entre les différents madhahib et les variations d'une époque à une autre, dans le même pays, la même région, la même ville et parfois chez le même individu, illustrent très bien cette diversité et renvoient dans leur caverne les ennemis du plein jour. Mon premier contact avec Mohamed Harkoun s'est fait dans les années 60, à travers ses écrits, alors que j'étais psychiatre en formation à Paris et intéressé par les sciences humaines. J'ai eu le plaisir de l'inviter à 2 reprises dans le cadre du collectif Démocratie et Modernité et du cycle de conférences L'Islam aujourd'hui. L'amphi était bondé. Je voyais sa chemise mouillée par l'effort qu'il mettait à expliquer patiemment à ceux qui avaient du mal
à déverrouiller une partie importante de leur cerveau, celle de la raison lumière. Quand l'humanisme est défendu avec le talent de Mohamed Harkoun, il devient une arme redoutable contre la pensée prête à porter. C'est grâce à Mohamed Harkoun, à Ghali Boutal et à d'autres intellectuels de haut vol que nous avons battu les barbus du cerveau sur leur propre terrain. Au début, ils remplissaient les fauteuils de l'amphithéâtre et criaient plus fort que les autres. Au fur et à mesure des conférences, leur présence s'est faite moins lourde, moins marquante. Ils avaient bien compris que peut l'obscurité contre la lumière. J'ai eu également l'immense joie de passer des moments avec Si Mohamed Harkoun à son domicile de Casablanca et avec son épouse Touriel Yacoubi. Il s'est agi pour moi de moments privilégiés qui ont alimenté toute l'estime, l'admiration et l'affection que j'ai pour ce grand homme. Mohamed Harkoun est parti ailleurs en empruntant une porte à Maqbarat Shuhada pour continuer son chemin de lumière. Et je suis persuadé que les grands hommes ne meurent jamais. La preuve, ce soir bien sûr, mais pas uniquement. J'ai vu il y a quelques mois des petits mots affectueux écrits sur la tombe de Baudelaire au cimetière de Montparnasse. La tombe de Si Mohamed sera aussi fleurée par tous ceux qui, dans les décennies à venir, se souviendront de son magnifique combat. Signé Dr. Chris Mohamed, professeur à la faculté de médecine. C'est ce que j'ai dit. Ah, Chris Moussavi. Je voudrais remercier Elie Elbaz, Abjil Al-Hajobri et Soumia Nerman-Xous pour leur témoignage. Et je voudrais donner la parole à Mme Touriel Yacoubi avant de donner la parole pour la clôture à Aziz Debel pour un poème. Mesdames, Messieurs, chers amis, je tiens avant tout à remercier la Fondation SCRAT qui nous a permis de nous réunir ce soir et à sa tête, Madame Leroux, pour son amabilité et son professionnalisme. Je remercie tous les intervenants et le public venu s'associer à cette manifestation. Je ne remercierai jamais assez ma famille, nos amis, en particulier Shakib et Soumia Xous, Abdjlil et Amina Al-Hajomri, et toutes les personnes rencontrées au fil des années qui ont tissé autour de nous un cocon familial si chaleureux que Mohamed se sentait ici chez lui, au point de souhaiter y reposer pour l'éternité. Son unique préoccupation dans la vie était son travail. Même malade, lors de ses derniers jours à l'hôpital, son désir était de se remettre sur pied, non pour se refaire une santé, mais pour écrire 2 livres déjà planifiés dans sa tête. Ses médecins n'en revenaient pas, eux qui connaissaient son état physique réel. Il se préoccupait également de son dernier livre à paraître chez Brun à la fin de l'année, qui s'intitule « La question éthique et juridique dans la pensée islamique », dont je n'ai pu corriger les épreuves qu'après sa disparition. Son choix du Maroc, hormis des raisons sentimentales évidentes, n'était pas dénué de sens. En effet, partout dans le monde, il le citait comme pays à prendre comme modèle pour sa liberté d'expression, son ouverture aux autres cultures et religions, son émancipation dans divers domaines. Une nouvelle petite Andalousie en quelque sorte. Pour l'anecdote, nous habitons un quartier qui s'appelle Riad Andalous et la résidence Cordoba. Puissions-nous, chacun à son niveau, propager sa pensée et que ses rêves, nos rêves, deviennent réalité. Je ne puis terminer sans des remerciements particuliers à ma sœur Ihsan, à son mari, à leurs enfants, ainsi qu'à leurs amis qui ont entouré Mohamed de toute leur affection pendant son dernier séjour au Maroc. Je leur en serai éternellement reconnaissante, ainsi que pour leur soutien constant,
sans lequel je ne serais plus là aujourd'hui. Merci à tous. Je donne la parole à Aziz Dadan. Aziz Dadan est ingénieur informaticien. Il a connu Si Mohamed Arkoun 40 jours exactement avant sa mort. Entre les deux hommes, l'alchimie de l'estime réciproque avait très bien fonctionné. À la mort de Si Mohamed, Aziz n'a pas pu s'empêcher d'écrire un poème qu'il va nous lire, qu'il va nous déclamer ce soir. Merci Chaki. J'ai connu notre cher professeur et ami Si Mohamed Arkoun seulement quelques semaines avant qu'il ne nous quitte. Je tiens d'ailleurs à exprimer ma gratitude à mes amis Soumia et Chaki Ksus qui ont permis cette rencontre. Et tout au long d'une soirée, j'ai pu échanger avec notre professeur dans la convivialité. Et je me rappelle lors de cette soirée qu'a évoqué Soumia de Si Mohamed, affable, avenant, esprit vif. Bref, c'était pour moi un pur moment de bonheur. J'en arrive d'ailleurs à envier tous ceux qui ont pu le côtoyer plus longtemps, qui ont pu travailler avec lui. Ce poème exprime en quelque sorte toute l'émotion que j'ai ressentie le jour où mon ami Soumia m'a appris la nouvelle de son décès. Le poème s'intitule Mohamed Arkoun من تورية ميمون إلى السوربون. رحلت عنا وها هي المآقي تدمى، وها هي الدنيا بالحداد تتلفع، وها هو الكون على عرش الكون، وها هو الحزن على عرش الكون يتربع. رحلت، أحقا رحلت؟ رحلت وبالأمس فقد عرفتك، خمسة كنا أنت وثريا، أنا شكيب وسمية. كم كان الحديث شذيا، ليلة كانت إحلونا فيها السمر، نأى فيها الضجر. محلقا كنت في سماء الحبور، منيرا كنت بدرا في ديجور، رائعا كنت طافحا روحانية بسيطا في تلقائية. رحلت، ماذا دهاك؟ لماذا رحت؟ لماذا رحلت؟ والقلب في ربيع عطائه، والعقل في وهج اتقاده، والفكر في أوان افتراده. رحلت، هل حقا رحلت؟ وقد فتحت أعيننا وأريتنا كيف نأينا، وأريتنا كيف نأينا عن سبيل ابن رشد وابن سينا، وسرنا، نعم سرنا خلف كل فقيه متزمت فينا، وأريتنا كيف تخبطنا في متاهات الحلال والحرام والسدل والقبض والمستحب والمكروه والحجاب والسفور، وأريتنا كيف حولوا التحديث ضلالا وهرطقة، ونعتوا الفكر ونعتوا الفلسفة كفرا وزندقة. رحلت، هل حقا رحلت؟ وما فتئت تذكرنا علنا لا ننسى
بأن الكتاب وحي وإلهام قبل أن يكون مصحفا وطروسا، وبأن الدين سمو روح وليس بخورا وطقوسا، وبأنه سماحة قلب وليس وقوفا وجلوسا، وبأنه يقظة عقل وليس شعائر وناموسا، وبأنه وقدة فكر وليس فتاوى ونصوصا، وأخيرا بأنه حياة وليس أضرحة ورموسا. رحلت، أحقا رحلت، ونبراسا كنت، نبراسا لا زلت، عنا تجلو خرافات الجهل المقدس وتكسر فينا أغلال الجهل المؤسس. وشكرا. Merci Aziz, Monsieur le Conseiller de Sa Majesté, Mesdames, Messieurs, au nom des amis de Si Mohamed Arkoun, de ses proches, de sa famille, je voudrais remercier tous ceux qui ont pris la parole pour rendre hommage aux défunts, ainsi que ceux absents qui ont fait parvenir le texte de leur témoignage. Je les remercie d'avoir respecté le temps qui leur était alloué, et j'avoue que c'était une gageure d'évoquer en si peu de temps la mémoire d'un si grand homme. Je remercie tous ceux qui se sont déplacés ce jour et qui ont manifesté leur hommage par leur présence. Je voudrais remercier Madame Nouroul Hana et son équipe pour avoir organisé la rencontre de ce soir. Si Mohamed nous a quittés, mais sa pensée continue, faisons de lui un être éternel. رحم الله الروح صديقنا الأستاذ محمد أركون، والله يرزق الصبر والتربية والناس اللي كان عزيز عليهم. شكرا.